Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je suis députée de la France Insoumise, donc à la commission développement durable. Et je pense que déjà, pour commencer, il faut repartir du programme que portait Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc, on avait un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce programme, sa force principale, c'était qu'il liait les trois urgences qu'on considérait comme étant les urgences de notre temps, c'est-à-dire l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique, donc qui n'était pas un secteur à part. Moi, au départ, je suis une militante associative dans la lutte contre la pauvreté. Donc, vous le savez, en militantisme, on rentre souvent par un angle, par une chose qui nous révolte et qui fait qu'on a envie d'agir sur la société, de changer la société sur un point, et puis qui s'ouvre évidemment à plein d'autres choses derrière. Mais moi, mon entrée dans le militantisme, au départ, c'était la pauvreté. Je militais dans une association de lutte contre la pauvreté. Et la première chose que j'ai apprise par rapport à l'écologie, c'est que justement, on ne pouvait pas mettre l'écologie comme un secteur à part qui était distant des autres et dans un coin distant de la politique, en fait. Et notamment parce que j'ai rencontré un militant du Honduras qui me racontait qu'une mairie au Honduras a pris une décision pour protéger les berges d'une rivière et donc a interdit qu'on prenne du sable sur les berges d'une rivière, ce qui, de manière, en termes de politique écologique, se défend tout à fait. Sauf que, du coup, il me racontait que des gens très pauvres du coin qui se nourrissaient en allant ramasser ce sable et en le vendant à des entreprises du BTP, enfin à très bas prix, mais en tout cas c'est ce qui leur permettait de survivre, se sont retrouvés du jour au lendemain complètement démunis. Et on voit bien par plein de choses que si des politiques sont menées sans prendre en compte l'impératif social et l'impératif démocratique, on se retrouve toujours devant une impasse. Et en fait, si on fait un peu le bilan de ce que fait Macron depuis 6 mois, alors je vous ai préparé un petit bilan rapide, mais on voit que Macron, il est dans une communication où il y a quand même des associations qui nous racontaient que des associations internationales leur disaient vous avez de la chance d'avoir Macron parce que make our planet great again, etc. Donc c'est super, il est super vert votre président, nous on a Trump, nous on a... Donc vous avez de la chance. Et en fait c'est fou parce que par un exercice de communication comme ça, il arrive à faire oublier un bilan qui est quand même, quand on le regarde dans les détails, assez catastrophique. On voit, ils ont abandonné le fait de baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025. Je vais revenir dessus plus tard. Ils ont cédé sur le glyphosate qui, quand même, empoisonne absolument tout le monde dans notre pays et bien au-delà, avec des tests qui ont été faits sur les urines qui montrent que 100% des gens testés ont des traces de glyphosate dedans. Et avec, quand même, ça c'est incroyable, un président qui fait un tweet pour dire « Mais vous inquiétez pas, c'est renouvelé pour 5 ans ». Ça ne veut pas dire interdit dans 5 ans, ça veut dire renouvelé pour 5 ans. Et dans 5 ans, il y aura le même débat pour dire les agriculteurs ne sont pas prêts, on n'aura rien fait entre-temps parce qu'ils nous ont rien annoncé entre-temps pour nous dire ce qu'ils allaient faire. Et on sera encore une nouvelle fois devant le mur en train de dire il faut encore prolonger. Et donc Emmanuel Macron avait dit vous inquiétez pas, on va sortir d'ici 3 ans ou moins si on peut trouver des alternatives auparavant. Mais c'est simple, les alternatives dans le modèle agricole qu'on a actuellement, elles n'existent pas. Ça veut dire qu'il faut changer le modèle agricole. Mais ça c'est la ligne que jamais ne franchira Emmanuel Macron. Et donc, nous, on avait vu le Premier ministre pour une question tout à fait autre, qui nous dit « Ah non, c'est soit tous les pays européens sont d'accord, soit on continuera ». Donc, qui dit clairement qu'en gros, c'est un mensonge. Et donc, on continuera là-dedans. Ensuite, vous avez, évidemment, le CETA, donc le traité de libre-échange Union européenne-Canada qui est appliqué provisoirement alors que le Parlement français n'a pas dit un seul mot dessus et qui, quand même, pose un problème de principe général. C'est-à-dire que le libre-échange en soi est un modèle de société qui n'est pas viable aujourd'hui. Et il fait ça en plus au moment où Nicolas Hulot nous sort une grande loi du chapeau qui dit « Nous allons interdire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en France ».
ce qui est bien, qui aurait pu, alors c'est 1% de la consommation française, donc c'est rien, mais qui aurait pu, comme au moment où la France a interdit l'exploitation du gaz de schiste, être un signal intéressant envoyé à d'autres pays qui peut servir ensuite par la suite pour refuser des choses en disant regardez, vous ne le faites pas dans votre pays, notamment à Total, etc. Donc nous aussi, on a le droit de refuser ça. Et bon, ça aurait pu être intéressant, sauf que cette loi, elle est bourrée d'exceptions, mais vraiment bourrée. Et il dit d'ici 2040. Mais en fait, il y a des dérogations tellement fortes et il ne s'est pas attaqué au droit de suite derrière, qui fait qu'il y a déjà des concessions qui vont jusqu'à 2067. Donc on n'est pas du tout sur 2040. Plus 3 jours avant la loi, il autorise la prolongation d'un permis de recherche en Guyane maritime. Donc ça veut dire, faut voir permis de recherche. Ensuite, vous avez 25 ans pour exploiter, qui est renouvelable encore une fois. Donc là, on est déjà à 50 ans en plus. Donc, c'est une loi qui a été complètement vidée de sa substance, notamment parce qu'il y a des lobbies extrêmement forts qui s'y sont mis. Vous avez aussi la case des savoir-faire français qui est faite, notamment avec, on a vu l'État français qui n'a absolument rien fait sur le plan social de General Electric, dont on a besoin de personnes qui ont ce savoir-faire aujourd'hui, qui est un savoir-faire de 100 ans et qui, avec normalement une part de l'hydraulique qui devait augmenter en France, et on dit non, on liquide ce savoir-faire unique en Europe et on continue comme ça. Donc on a une série de bilans qui est quand même un bilan extrêmement négatif. Mais donc Macron nous dit, vous inquiétez pas, la solution c'est la finance verte. Et en fait, le fait de ne pas considérer l'écologie comme un problème politique global, en fait, ça arrive à une situation complètement ubuesque où vous avez un Nicolas Hulot qui vous explique que finalement, oui, mais il ne faut pas être trop dur. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pourrais même applaudir vos interventions, mais on ne va pas attendre l'alignement des planètes, ce qui est une stratégie, ce qui est une stratégie avec laquelle nous sommes en désaccord. Mais on ne va pas attendre l'alignement des planètes. Il faut avancer petit à petit. Où vous avez un Mathieu Orphelin, très sympathique au demeurant, donc qui est député La République En Marche, et qui vous explique que en fait, c'est génial parce que dans la loi de mobilité, il a réussi à arracher de l'argent pour le vélo, plus que ce que fait l'Allemagne actuellement, et pour les indemnités kilométriques, etc. Mais c'est très bien, mais sauf que vous êtes dans un gouvernement, vous acceptez d'être dans un gouvernement qui va complètement à l'inverse quand on prend le plan général. Et en fait, le mythe de la finance verte, il s'écrase forcément au fait que justement, l'écologie est un problème politique, donc un problème global. Et donc, quand vous regardez un peu les chiffres, quand vous voyez que, par exemple, dans le budget, ils ont augmenté la taxe carbone. Bon, très bien, on augmente la taxe carbone, on peut dire que c'est nécessaire de manière écologique, sauf que le kérosène est exempté de ça. Donc, sur les avions, on ne paye pas, alors que c'est quand même le mode de transport le plus polluant. Les transporteurs ne le payent pas. Donc, les camions, d'ailleurs, qui ont énormément augmenté puisqu'on a détruit complètement le rail et le ferroutage. Ensuite, les grandes entreprises qui sont à l'international payent le prix qui est sur le marché carbone à l'international, qui est moins cher que le prix carbone aujourd'hui en France. Et donc, vous vous retrouvez, qui est-ce qui va payer cette augmentation? En fait, c'est les citoyens, de manière individuelle. Et en fait, c'est tout un développement aussi de dire, vous voyez régulièrement, vous avez des actions du type éteignez pendant 1 heure votre électricité, ce qui permettra d'économiser tant d'énergie, ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que l'écologie ne passera pas par un changement sur le type de consommation, de vie, de mode de vie. Évidemment, ça passera par là. Mais le fait de dire ça va reposer uniquement sur les individus parce qu'aujourd'hui, on en est là-dessus. Et c'est la finance qui va nous en sauver, alors que c'est la finance qui est, pour la plupart, responsable de ça. Là, il y a des chiffres qui sont intéressants. Quand même, depuis l'ère pré-industrielle, il y a 90 entreprises productrices de pétrole, gaz, charbon et ciment qui sont à l'origine de 57% de la hausse de concentration atmosphérique en CO2, de près de 50% de la hausse de température moyenne mondiale et d'environ 30% de la hausse du niveau moyen des mers. Donc, et par exemple, vous avez Total qui arrive en 17e position des multinationales incriminées. Donc on voit bien à quel point le système capitaliste dans lequel nous sommes est en fait à majorité responsable de cette situation. Et pourtant, quand vous avez, par exemple, l'ouragan Sandy à New York, vous avez donc
avec une montée des océans qui a amplifié les conséquences de cet ouragan. Vous avez 2 milliards de dégâts directs, plus il va falloir adapter du coup les infrastructures, ce qui va coûter 19,5 milliards à la ville. Et là encore, c'est les citoyens qui vont payer, c'est pas les entreprises qui vont payer. Donc en fait, il y a une façon un peu facile en fait de ne pas mettre ça sur la table, parce que si on ne considère pas ça comme un problème politique, mais comme un secteur à part sur lequel on peut agir un peu en lobbyiste, ce que fait par le député Mathieu Orphelin dont je parle, mais ils sont pleins, c'est pas lui que je veux incriminer personnellement, c'est une stratégie politique dont je suis en train de parler. C'est du coup, en fait, on est sur une stratégie qui ne pose jamais les problèmes du modèle et ne remet jamais en cause ni la société de consommation dans laquelle on vit, qui crée de la misère avec, ni le fait qu'il va falloir ralentir sur notre rythme de vie, qui met pas en cause le fait qu'on baisse les normes surtout. J'avais fait un travail sur Biocop quand j'étais étudiante, et le président de Biocop me racontait qu'il y a 20-30 ans, on dépensait 30% d'un budget en moyenne dans l'alimentation et 10% dans la santé. Aujourd'hui, on est dans une proportion complètement inversée. On dépense 10% en moyenne des budgets d'un ménage dans l'alimentation et 20% dans la santé. Donc on a complètement reversé ça. Et on voit bien, là, en ce moment, le gouvernement d'Emmanuel Macron, ils sont par exemple en train de dire on va baisser les normes environnementales parce que le but, c'est de construire le plus rapidement possible. Sauf qu'on voit, à Londres, il y a une tour qui s'est effondrée, il y a eu 79 morts. C'est ça, l'effondrement des normes, et c'est ça qui fait aussi que ça pollue. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas remettre du tout en cause notre démocratie et la Ve République. On a l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, qui est un exemple assez frappant que j'aime bien utiliser. Le préfet de Loire-Atlantique, qui avait accepté le projet de Notre-Dame-des-Landes à l'époque, a par la suite travaillé à Vinci Autoroute, donc Vinci qui a eu le projet. Donc, on est quand même dans une démocratie qui est bourrée de conflits d'intérêts absolument partout. Et puis, on est aussi dans un système où vous voyez, par exemple, les militants de Bure, on parlait de répression tout à l'heure sur le terrain, des militants de Bure qui sont en ce moment poursuivis, on essaye de monter un dossier contre eux pour association de malfaiteurs, ce qui est extrêmement grave. Ça veut dire que les gens qui, par exemple, leur donnent de l'argent pourront être poursuivis derrière. On fait des pressions individuelles, on les filme chez eux. J'avais un truc qui est intéressant pour vous montrer à quel point ils vont loin. L'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, pour acheter les consciences en fait. Ils ont notamment distribué des subventions aux paysans à Bure, donc à Bure, à l'endroit où on va enfuir les déchets nucléaires sous terre. J'espère qu'on ne va pas le faire, mais voilà. Ils ont invité les élus dans des restaurants chics et à faire de la chasse. Ils organisent des sorties scolaires pour les enfants. Donc il y a aussi tout un... Et puis, quand vous parlez avec les militants contre le projet CIGEO, comme on l'appelle, ils vous racontent que dans les villages autour, vous avez des lampadaires flambant neufs, un gymnase qui est reconstruit. Donc on a une convergence d'intérêts, on va dire, qui est extrêmement forte pour que le projet se fasse. Et donc, on continue dans un système où vous avez des aberrations comme 8 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité en termes de richesse. Et tant qu'on ne pose pas ça comme un problème politique, on arrive dans quelque chose où on ne met jamais en cause le modèle de société dans lequel on vit, alors qu'on voit que c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Et je ne vais pas vous refaire les chiffres de l'urgence parce que vous les connaissez, mais on est quand même dans un moment où il y a des alertes de partout. Il y a des études qui montrent qu'on a moins de 5% de chances de rester en deçà des 2 degrés, au-delà duquel on ne sait pas ce qui va se passer, qui montrent que si on continue sur la stratégie actuelle, sur la trajectoire actuelle, on va être à 4 degrés de réchauffement. Donc avec tout ce que ça implique, les 250 millions de réfugiés climatiques, vous vous rendez compte que le ministre de l'Intérieur nous dit « Nous ne pouvons pas accueillir 180 000 personnes en France ». Mais déjà, les migrations, elles se font le plus de migrations se font entre pays sud-sud. Donc avec des pays beaucoup moins pauvres qui accueillent des gens qui doivent bouger pour plein de raisons, pour de la guerre, pour des raisons économiques, parce que aussi on détruit les agricultures avec le libre-échange. Et donc, qui vous explique ça,
sachant qu'on parle de 250 millions de réfugiés climatiques dans les prévisions qu'il y a. Donc, c'est un impensé, en fait. On ne veut pas voir ça. On ferme les yeux, on ferme les oreilles et on continue en mettant un petit peu de peinture verte. C'est exactement ce que fait Macron. Et on continue à aller droit dans le mur sans s'en préoccuper. Il y a un discours de Jaurès qui est très célèbre sur le courage où il dit le courage, c'est de pouvoir regarder la mort en face. Et en fait, c'est ça, c'est de dire nous, on n'est pas là pour déprimer les gens. On n'est pas là pour dire c'est foutu, on va s'asseoir par terre et pleurer et taper du poing. La chose, c'est de dire la transition écologique que nous, on souhaite dans le programme de l'avenir en commun, c'est ça qui donne un horizon, c'est ça qui donne un sens aussi au projet politique qu'on porte. Et donc, ça ne peut pas être juste voilà, quelque chose qu'on met sur le côté où il faut faire un petit peu de vert, il faut préserver un peu les forêts, parce que ça n'a aucun sens en fait, parce que tout est lié. L'urgence écologique et l'urgence démocratique sont intimement liées à l'urgence écologique. Et puis je pense, et puis je vais pas être trop longue, mais je pense que le fait de poser l'écologie aussi comme un enjeu politique, il est aussi extrêmement important parce que sinon, c'est quelque chose qu'on va réserver aux scientifiques, aux experts, un peu comme d'ailleurs la politique en général. Hein. Quand on nous a dit en 2005 vous ne pouvez pas comprendre le traité constitutionnel parce que vous êtes trop con, en gros, et que là, il y a eu des ateliers de partout, de gens qui lisaient le texte, qui décryptaient le texte ensemble, qui essayaient... Enfin voilà, eh ben, c'est aussi ça qu'il y a dans l'écologie de manière peut-être même encore plus forte. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'écologie. Évidemment, par le travail parlementaire, on cherche des choses, on s'intéresse, donc on sait plus de choses. Mais l'écologie, c'est pas réservé aux scientifiques, c'est pas réservé aux gens qui sont techniques. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, donc, avec Sergio notamment, on est en train de lancer avec la France Insoumise une grande campagne pour la sortie du nucléaire. Et avec une votation notamment qui aura lieu du 11 au 18 mars. Et en fait, c'est intéressant de voir que la question nucléaire, qui auparavant, tu le disais tout à l'heure, a effectivement drainé énormément de gens. Quand vous parlez avec des militants antinucléaires, il y a une certaine lassitude, on va dire, ou en tout cas désarroi de voir que, par exemple, à Saint-Lô, cet été, il y avait 2000 personnes seulement qui étaient là sur des manifestations antinucléaires, là où auparavant, il pouvait y avoir jusqu'à 40 000 personnes. Alors, il y a des choses sur, c'était la construction des centrales, etc. Mais c'est aussi, alors il y a Gaspard Dalins notamment, qui est un opposant au projet à Bure, qui le raconte avec un petit peu de provocation, mais je trouve que c'est intéressant, qui dit, nous, on renouvelle aussi la lutte antinucléaire, parce que la lutte antinucléaire, elle est vieillissante, elle est technicisée, et évidemment, nous, dans le comité opérationnel, on a aussi des physiciens antinucléaires, et c'est absolument primordial, mais la question, c'est une question politique, c'est la question de notre avenir énergétique et sur lequel on a le droit de s'exprimer. Quand on voit que, par exemple, ces reporters qui est obligé de sortir un papier pour dire qu'il y a un projet de super piscine pour les déchets nucléaires dans la complète opacité, dans l'omerta la plus totale, c'est quand même un problème démocratique qu'on ne s'exprime pas sur cette question et qu'on ne puisse pas choisir dans quelle énergie on veut vivre. Jean-Marie Brome, qui est donc un physicien nucléaire, dit souvent, en France, dans d'autres pays, l'énergie nucléaire, c'est une énergie. En France, l'énergie nucléaire, c'est un dogme. Et en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut l'aborder sous un angle politique, en disant, c'est quelque chose sur lequel tout le monde peut s'exprimer et qui concerne la souveraineté qu'on a. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai peut-être un peu écoulé mon temps, non ? Je vais conclure. Non, mais du coup... Ouais, on va entendre aussi Sergio, ouais, tout à fait. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que on voit bien que la question de l'urgence écologique dans laquelle on voit bien qu'on est sur une question d'intérêt général, sur une question, et il faut le poser aussi comme ça, sur une question de survie de l'espèce humaine, et donc qui pose ce problème de manière absolument urgentissime, et sur lequel il faut construire notre projet politique. Et c'est ça qui donne du sens à notre projet politique. Non, Sergio, je vais te donner la... Ah non, tu veux pas que je... Ah, ok. Et donc,
si c'est pas pris sous un angle politique, et ben du coup on en revient à des choses qui sont des choses individuelles, on en revient à des choses sur lesquelles on ne remet pas en cause le modèle dans lequel on vit, et on en remet ça à des choses où finalement le citoyen il n'est pas compétent, il doit être un expert, il doit être... Donc nous c'est ça qu'on essaye de faire à la France Insoumise. Quand on parle dans l'hémicycle, on parle évidemment à nos collègues députés, évidemment en essayant de les convaincre, même si, vu comme ils sont bridés, c'est quand même compliqué. Mais on parle aussi en pensant qu'on parle vers l'extérieur. Et ça, c'est important dans le projet qu'on porte. Et je pense que c'est ça qu'il faut continuer maintenant. Merci à toi. Alors, ce qui va être intéressant pour entendre Sergio Coronado, c'est de voir que, à la fois dans le programme de la France Insoumise, il y a le lien qui est fait entre urgence écologique, urgence sociale. Par rapport à ce qui a été mis en perspective sur les années 70, c'était quand même des années où la construction des mouvements écologiques se faisait dans un contexte où il y avait la stratégie du programme commun, qui était une perspective de transformation sociale encore fortement productiviste. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dépasser ça? C'est ce dont a été porteur le programme de l'avenir en commun. Et puis, peut-être Sergio Coronado, qui a un parcours de militant écologique, pourra nous faire part de sa vision actuelle. Est-ce que l'écologie politique a encore de l'avenir indépendante ou pas? Comment elle va rebondir dans ce moment où on parle d'intérêt général, mais en même temps l'intérêt général, est-ce que c'est pas compliqué de construire politiquement l'intérêt général, surtout quand on est dans une logique de fédération du peuple, et où on construit une frontière entre eux et nous, et là il y a peut-être des choses à travailler, à expliciter.